Bienvenue sur Géopolitis. Cette émission sur la RTS et sur TV5 Monde est diffusée en français, le vecteur naturel de la francophonie. Laquelle francophonie tient son sommet à Dakar, au Sénégal. Le français qui, somme toute, n'est qu'une langue parmi les 6000 parlées dans le monde. 6000, c'est une estimation. La moitié de ces langues ou dialectes est du reste menacée de disparition. C'est comme ça, dans le monde de 2014, une langue s'éteint toutes les 2 semaines. Tel n'est pas le cas, bien évidemment, du français. L'un des thèmes de discussion de ce sommet de la francophonie, c'est l'avenir de la langue française et de la francophonie. Et cet avenir, il se situe en Afrique. Quelques chiffres. Actuellement, des francophones, vous et moi, il y en a quelques 274 millions, dont 212 millions qui en font un usage régulier. Mais si l'on se projette dans le futur, disons, en 2060, des francophones, on en comptera 700 millions, dont 90% vivront et parleront sur le continent africain. Pour autant, la francophonie, on ne le dit pas assez souvent, ce n'est pas seulement l'usage de la langue, c'est un ensemble de valeurs démocratiques vivantes que partage toute une communauté qui doit de nos jours vivre dans un contexte de multilinguisme, la Suisse étant un bon exemple. Quel avenir pour la langue de Molière? Quel intérêt pour le multilinguisme dans lequel doit s'insérer la francophonie? C'est le sujet de ce numéro de Géopolitis. Prenons bien garde à ne pas tout confondre. Il y a les langues les plus parlées dans le monde et il y a les langues les plus influentes. Commençons par, disons, les 5 langues les plus parlées. Là, on est dans le quantitatif. Première position, le chinois mandarin, un peu plus d'1 milliard de locuteurs. Deuxième position, l'anglais, entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, etc., un peu plus de 500 millions. Troisième position, l'espagnol. 4e position, l'hindi, langue parlée en Inde et au Pakistan. 5e position, nous y voilà, le français, entre la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, l'Afrique, les Antilles. Pardon pour tous ceux que nous oublions. En gros, 274 millions de locuteurs. Tout aussi intéressante. Une autre liste, celle des langues les plus influentes, c'est-à-dire tenant compte non seulement du nombre d'usagers de cette langue, mais de son importance dans les circuits politiques, diplomatiques, économiques ou culturels. La première place, c'est l'anglais. Et la seconde langue en influence, c'est le français. Avant l'espagnol, le russe, l'arabe ou le chinois. C'est dans ce contexte de multilinguisme que va et doit se développer la francophonie. Pour ce sommet de Dakar, on a donc convoqué le banc et l'arrière-banc sous forme, c'est de l'anglais, sous forme d'un clip que nous allons voir. 77 États et gouvernements membres. Plusieurs organisations internationales partenaires. Une seule destination. Encore un petit quiz, comme on dit en anglais. Quel est le point commun entre l'anglais et le français? Eh bien, c'est que ce sont les 2 seules langues à être pratiquées sur l'ensemble des 5 continents. Un très bel avenir se dessine pour la langue française en Afrique. On prévoit jusqu'à 700 millions de francophones en 2060, dont 9 sur 10 vivront sur le continent africain. La langue française peut avoir perdu la première place qui était la sienne au sein du monde des très cultivés 18e et 19e siècle. Il n'empêche, de nos jours, le français en tant que langue n'a jamais autant été appris, notamment par les jeunes Européens. Entre 2005 et 2012, c'est une statistique de l'Union européenne, le français a progressé de 30 à 34% dans les collèges du continent européen, avant l'allemand et l'espagnol. Assez curieusement, c'est dans un pays comme Chypre que la langue française est le plus apprise par 91% des élèves. Suivent dans ce classement la Roumanie, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal. On se résume, en gros, un maximum de 6000 langues sont répertoriées dans le monde, mais 50 d'entre elles seulement sont parlées par une très large majorité de terriens. On peut encore affiner, il y a 10 langues qui sont parlées par plus de 100 millions d'habitants de la planète, dont le mandarin en première position, puis le hindi, l'espagnol, l'anglais, l'arabe et le français. Pour le reste, d'ici à la fin de ce siècle, pratiquement 90% de ces 6000 langages auront disparu.
elles n'auront plus de locuteurs, comme on dit. L'une des causes de ces disparitions, c'est d'abord l'exode rural qui conduit à l'absence de transmission des traditions et des langues qui y sont associées, mais ce peut être aussi l'action de certains gouvernements qui prônent l'usage d'une langue unique pour cimenter l'unité d'un pays. L'anglais, pour sa part, n'est pas sur le point de s'effacer, bien au contraire, il est solidement accroché au sommet de la hiérarchie des langues. Cela dit, aux étages inférieurs, la lutte est âpre, le mandarin progresse dans le monde des affaires, mais n'a guère de pays relais. L'espagnol, lui, est sur une pente démographique légèrement ascendante. Sur le continent européen, vivent et commercent quelques 500 millions de citoyens. À la différence des États-Unis, l'Europe ne fonctionne pas avec une seule langue, en tout cas largement majoritaire. En Europe, la règle, c'est la diversité, qui peut et doit favoriser la mobilité et non pas constituer une entrave ou une barrière. À ce sujet, la Suisse fait œuvre de pionnier et de modèle avec, dernier chiffre connu, 41,9% de ses habitants qui se servent régulièrement dans la vie de tous les jours de 2 ou plusieurs langues ou dialectes. C'est moins que le Luxembourg, champion s'il en est du plurilinguisme, mais c'est beaucoup plus que la Belgique ou le Canada, où cette proportion descend à 26%. Loin derrière, on trouve la France et les États-Unis, où seulement un citoyen sur 5 utilise dans la vie de tous les jours 2 ou plusieurs langues ou dialectes. L'invité de Géopolitis, François Grain, qui est professeur d'économie à la faculté d'interprétation et de traduction de l'Université de Genève et puis par ailleurs coordinateur d'un projet européen sur le multilinguisme. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, français, francophonie et l'anglais. Est-ce qu'on a raison de toujours opposer, par exemple, le français et l'anglais en disant quelle est la langue la plus importante? Ça fait quand même une bonne vingtaine d'années, je dirais même davantage, qu'on aborde la promotion et la protection du français dans le cadre beaucoup plus vaste d'une promotion-protection du multilinguisme. Il ne s'agit plus d'opposer les langues les unes aux autres, mais de se battre pour la diversité, pour la multipolarité du monde. Et dans cette multipolarité, la langue française a un rôle très particulier. Je dirais même qu'elle a une responsabilité particulière. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut voir le français. Elle se développe encore mieux, cette langue française, dans ce cadre-là ? Plutôt que simplement par opposition? Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que la langue française peut bénéficier d'un mouvement en faveur du multilinguisme. J'ai l'impression qu'on est quand même dans une phase où on réalise qu'il y a des risques liés à l'uniformisation du monde sur certains plans. Et face à cette uniformisation, il est tout à fait naturel de promouvoir toute une variété de langues. Alors ces langues vont être promues, vont être mises en avant, vont être défendues dans une logique qui peut être extrêmement diverse. On ne va pas promouvoir une toute petite langue comme on promeut le français. Et dans ce cadre-là, le français, c'est quand même, je pense, un acteur très très important. Vous êtes dans le monde universitaire et dans l'un de vos écrits, vous dites attention, c'est pas vrai de penser que dans l'université on ne parle que anglais, y compris en Suisse. Bon, ça c'est vrai que c'est une des. C'est un petit peu un mythe. C'est une des idées fixes, des clichés, ou si vous voulez, un des mythes qu'on rencontre très souvent. L'idée que l'anglais est l'alpha et l'oméga de toute activité dans le domaine de la recherche, comme on dit du reste l'anglais, langue des affaires. Non, l'anglais est une langue des affaires, c'est une langue importante. L'anglais est une langue dans la recherche, c'est une langue particulièrement importante dans la recherche pour la coordination entre différentes équipes dans différents pays. Vous avez mentionné un projet européen dans lequel je suis effectivement impliqué. Mais dans ce projet, c'est vrai que nous avons, je crois, on doit avoir environ une quinzaine de langues différentes, si je compte les partenaires de différentes provinces. Et pourquoi c'est vous, le Suisse, qui avez été choisi? Parce que la Suisse est un modèle? Je ne pense pas que le fait que la Suisse soit un modèle, si tant est qu'elle en soit un, je pense que c'est un modèle à certains égards du reste. Mais je ne pense pas que c'est ça qui a joué. Ce qui a joué en particulier, c'est que parmi les différentes équipes qui étaient en concurrence, on était celle qui a peut-être le plus sincèrement joué le jeu de l'interdisciplinarité. C'est une chose qu'il faut dire quand on parle de multilinguisme, c'est quelque chose qu'on doit aborder sous plusieurs angles à la fois. Alors, justement, vous avez été choisi parce que vous avez déjà cette grande connaissance du multilinguisme au niveau européen. C'est pas les États-Unis, il n'y a pas qu'une seule langue, il y a X langues, vous en avez mentionné quelques-unes. Ouais. Le multilinguisme, en gros, c'est un avantage ou un inconvénient? Alors, de nouveau, on peut développer les deux. Hein. On peut voir ça de deux manières différentes. On peut se dire, soit nous sommes dans une situation où le monde est multilingue, et comment est-ce qu'on y réagit? Est-ce qu'on réagit en soutenant ce multilinguisme, en apprenant des langues, en les traduisant, etc. Ou bien est-ce qu'on réagit en étant uniformisateur dans son comportement et dans ses stratégies, dans ses politiques publiques et tout? Alors, à cet égard-là, par rapport à ce premier niveau de question, je pense qu'il faut dire non, le monde a intérêt à répondre de manière
plurilinguiste, si vous me passez l'expression, au plurilinguisme qui l'environne, ou au multilinguisme. On ne fait pas trop la différence ici, différence technique entre les deux termes. Hein. Vous faites la différence. Moi, j'ai du mal. C'est pas important pour moi. Pourquoi il faut s'attacher à ça? Parce qu'il y a deux choses. D'abord, donc, c'est le fait que nous sommes dans une situation à laquelle on peut réagir d'une manière ou d'une autre. Mais il y a un deuxième niveau à la question. Le deuxième niveau, c'est de se dire, après tout, on pourrait imaginer un monde qui fonctionnerait de manière totalement uniformisée. On pourrait imaginer un monde dans lequel tout le monde ne parle qu'une seule langue. Alors ça, c'est un autre niveau de question. C'est dictatorial déjà. Ce serait dictatorial, mais vous savez, il y a des gens qui disent, on en rencontre quelquefois, des gens qui disent, vous avez la diversité des langues, c'est une question, c'est une valeur totalement surestimée, on y attache trop d'importance. Et moi, je crois au contraire que la diversité des langues, c'est d'une part ce qui fait la qualité de la vie, d'autre part, c'est quelque chose, un petit peu comme l'environnement, la diversité environnementale, la diversité dans le vivant, hein, dans le biologique, dans le végétal, dans l'animal, contribue à la qualité de vie. Mais ce qu'on peut aussi dire, je pense, c'est que la diversité des langues et des cultures contribue à rendre le monde intéressant. À part ça, je pense que la diversité des langues et des cultures, c'est aussi un avantage exploitable sur d'autres plans, probablement, mais ça, on est en train de le tester de manière un petit peu plus rigoureuse en termes de créativité et d'innovation. Un modèle, c'est celui que vous préférez, parler sa langue, plus l'anglais pour être compris par tout le monde, et puis la langue du voisin. Donc c'est le modèle 1+2, comme vous le dites dans certains de vos écrits. Le modèle 1+2, je prends une certaine distance par rapport à celui-ci, puisqu'il a été effectivement proposé... Modèle idéal, si j'ose dire. Il est présenté comme idéal, je ne suis pas sûr que ce soit si idéal que ça. Alors c'est bien, hein, je suis totalement pour l'apprentissage d'un grand nombre de langues, je n'ai absolument rien contre l'apprentissage de telle ou telle langue, et l'anglais étant utile, j'encourage son apprentissage. Il faut bien dire que d'ici quelques décennies, c'est peut-être pas l'anglais qui sera le plus important, peut-être que le chinois le sera devenu. C'est peu probable à brève échéance, mais néanmoins, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Hein. C'est très difficile, ce genre de prospective. Néanmoins, en ce qui concerne les langues qu'il faudrait apprendre, je pense qu'il faut apprendre en fonction, si vous voulez, de contextes qui sont des contextes géopolitiques spécifiques. Celui de la Suisse n'est pas celui de la France, qui n'est pas celui de l'Allemagne. Mais alors justement, parlons de la Suisse. Encore une fois, vous avez été choisi pour coordonner ce projet européen. Qu'est-ce qu'on aime bien à l'étranger sur le multilinguisme en Suisse? C'est la faculté de parler plusieurs langues, ou c'est la notion historique, voire même, pourquoi pas, le mythe? Alors, j'ai l'impression souvent que l'étranger ne perçoit pas dans le détail ce qui se passe en Suisse et sur quoi la Suisse est fondée. Je pense qu'il y a une image effectivement assez positive liée au fait que la Suisse est un pays où vous avez des communautés de langues différentes, qu'on a une longue expérience historique de la coopération par le Suisse et variants linguistiques. Ça fonctionne, etc. Donc, par contre, je pense qu'à l'étranger, on a une conscience pas très très affûtée, disons ça comme ça, du fait que tout ceci s'ancre dans une historicité extrêmement longue et dans le fait qu'il y a une forme de partenariat qui s'est développé entre les communautés linguistiques en résultat d'un projet politique. Vous parlez combien de langues, Monsieur Grain? Écoutez, moi j'en parle. Il y en a deux dans lesquelles je peux faire à peu près ce que je veux. C'est le français et l'anglais, qui sont mes langues d'usage. Je peux en lire quelques-unes de plus en fonction des besoins. 4, 5, 6 Par là autour. Et il y en a certaines pour lesquelles j'ai une affection toute particulière, pas parce que je les parle, mais parce qu'elles sonnent merveilleusement bien. C'est quoi, par exemple? À l'oreille, les plus belles. Écoutez, le farsi, le persan, c'est d'une beauté extraordinaire. Comme le farsi, j'aime à dire à mes étudiants, c'est comme une pluie d'été qui tombe doucement. C'est une langue tellement chatoyante. C'est merveilleusement dit, et en français. Merci de vous être exprimé dans cette langue. Merci François Grain. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève. Merci à vous. Je vous remercie. C'est une étude scientifique indienne qui nous l'apprend. Chez les personnes bilingues, les symptômes de la maladie d'Alzheimer apparaissent plus tardivement que chez les sujets monolingues. L'étude semble précise puisqu'elle fait état, statistique à l'appui, d'un délai de 4 ans et demi de retard, de délai de grâce si l'on peut dire, entre monolingues et bilingues victimes de cette maladie. Donc, première constatation, parler 2 langues est un plus sur le plan strictement clinique. Mais attention, pas de conclusion hâtive. Par exemple, il apparaît que ce n'est pas le nombre de langues apprises et parlées qui fait la différence, auquel cas ceux qui parlent 4 langues auraient encore plus de chances d'échapper à Alzheimer que ceux qui n'en pratiquent que 2. Non, ce qui compte au niveau cérébral, c'est le fait de passer couramment et souvent d'une langue à l'autre. En anglais, allons-y, on dit le switching. C'est cette gymnastique, cet exercice mental qui fait effet, et ce, quelle que soit la condition sociale de la personne, et c'est important, quel que soit l'âge auquel elle a appris cette ou ces langues étrangères. En somme, switchez vite et souvent, vous perdrez moins la tête.
Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires sur ces thèmes de la francophonie et du multilinguisme à votre disposition. Des séquences vidéo, de l'infographie, des rappels historiques, les meilleurs sites en français, la possibilité de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis. Géopolitis avec Bilan. Bilan, tous les 15 jours en kiosque ou sur bilan.ch.